Bonjour, bon après-midi tout le monde. Chan avec vous. Je suis de retour jusqu'à ce soir, en fait, pour plusieurs conférences, presque jusqu'à 7 heures du soir, heure de Montréal. Merci d'être avec nous à Montreal Connect. Alors, pour la prochaine conférence, on parlera des différentes possibilités en termes des équipements de protection intelligents qui se présentent devant un secteur comme celui de la construction, qui était présent dans notre espace de la vie urbaine. Cette conférence sera donnée par Ali Reza Saidi, qui est professeur-chercheur de l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité du travail. Bonjour, Monsieur Saidi. Bonjour, merci beaucoup. Merci tout d'abord à Montréal Connect de m'offrir cette opportunité. Oui. Si vous permettez, en fait, en préambule, je vais juste dire quelques petits mots en fait sur l'Institut de recherche en fait Robert Sauvé en santé et sécurité du travail, Mhm. qui est considéré comme le premier centre de recherche en SST au Canada, qui mène et puis qui finance aussi des projets de recherche dans en fait le domaine de la santé et sécurité du travail, principalement sur quatre champs de recherche: la prévention durable, la réadaptation au travail, la prévention des risques mécaniques et physiques, en fait un champ auquel j'appartiens, puis la prévention des risques chimiques et biologiques. Nous avons des laboratoires au centre-ville de Montréal, notamment que vous pouvez voir sur les images, un laboratoire dédié en fait aux robots collaboratifs. Donc pour aujourd'hui, je vais essayer de faire une mise en contexte globale en fait des équipements de protection individuelle intelligents. Et puis, comme on l'a dit, comme le secteur de la construction est pas mal présent dans notre espace de vie urbaine, je vais essayer de donner des exemples concrets de ce qui a été réalisé comme, on va dire, dispositif disponible, et puis le potentiel qui existe autour de ce qu'on peut faire pour contrer les risques existants dans le secteur de la construction. Et puis, par la suite, je vais terminer mes propos avec en fait, un exemple de cas d'utilisation. Je vous laisse aller vers votre conférence et puis nous, on se retrouve un peu plus tard pour les questions. Je vais vous lire ici sur le chat. N'hésitez pas à nous écrire. Bonne conférence, Monsieur Saidi. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, depuis ces derniers jours, dans le cadre de la conférence Montréal Connect, il y a eu des ateliers très intéressants et d'ailleurs des conférenciers qui ont parlé notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis l'Internet des objets pour en fait contribuer à la santé et sécurité des travailleurs dans le cadre de l'industrie 4.0. En fait, pour ma part, si vous permettez, j'aimerais faire un focus sur l'élément du travailleur connecté à travers, je dirais, le contexte de l'industrie 4.0, où chaque travailleur est équipé des moyens de communication. Donc, il est connecté, il échange des données avec ses collègues, les outils, les machines, et puis il y a en fait une analyse constante des données. Bref, pour optimiser les performances, améliorer la productivité, maximiser la précision. Bref, euh, mais en fait, un des objectifs de l'industrie 4.0 est aussi de contribuer à la santé et sécurité des travailleurs. Donc, ni seulement aider les travailleurs à accomplir leurs tâches correctement, mais en fait de faire ça en toute sécurité. Les procédures de sécurité, en fait, telles qu'elles sont mises en place, ça demande en fait un certain, en fait, on va dire, d'infrastructure, du staff à recruter, en fait, des plans à mettre en place, à l'aide, en fait, je dirais de paradigme industrie 4.0, on peut réduire le coût et la complexité de ces procédures-là. Et puis, surtout, avec l'analyse de toutes les données qu'on collecte du matin au soir au travail, en fait, on peut arriver à optimiser les pratiques de sécurité, voire les simplifier. Et pourquoi pas, en fait, arriver à prévenir les accidents à l'aide de ce qu'on va pouvoir mettre en place. Euh, En fait, dans ce cadre-là, une école de pensée qui se dit bah, pourquoi ne pas utiliser les équipements de protection que chaque travailleur doit porter pour se protéger à l'heure actuelle, selon les réglementations et d'ailleurs en fait pour leur propre sécurité, en fait de les équiper par un certain nombre d'éléments pour pouvoir interagir avec l'environnement de travail. C'est-à-dire, qu'on va équiper les équipements de protection par des capteurs qui vont interagir avec l'environnement de travail, capter des stimuli externes et puis, en faisant une analyse des données, via les indicateurs, on va pouvoir alerter le travailleur, ou soit par exemple le superviseur, ses collègues, des risques qui existent.
avec des éléments comme des actuateurs en fait, qui déclenchent une action face au risque ou aux stimuli externes détectés, on va pouvoir réagir face au risque. Donc, pour vous dire, les équipements de protection individuelle sont basés sur en fait trois principes technologiques. Donc, les textiles intelligents qui comprennent l'introduction de l'intégration, on va dire, des dispositifs électroniques dans le textile conducteur, l'électronique flexible et malléable, et puis les matériaux avancés. Pour mes propos aujourd'hui, je vais surtout m'appuyer sur les deux premiers principes et surtout, en fait, à travers ce qu'en fait les experts appellent la construction 4.0, donc le secteur de la construction dans l'ère de l'industrie 4.0, où on parle d'une construction autonome basée, par exemple, sur la connectivité des outils, des machines, des travailleurs qui sont équipés, par exemple, par des outils en fait de la réalité augmentée, des décisions qui se prennent en fait à l'aide de la collecte de données en temps réel, et puis même en fait des procédures de manufacturing additif. Euh, on va regarder ensemble comment un équipement de protection individuelle intelligent peut contribuer à la santé et sécurité d'un travailleur. Euh, Comme en fait on le voit là très simplement, en fait, les travailleurs en construction sont menés à travailler en fait en hauteur, donc ils courent des risques, en fait, notamment en termes de chute de hauteur, lorsqu'ils sont des fois isolés, en fait, et puis ils font même enfin, c'est un espace encombré, des chutes de plein pied. Euh, En fait, les experts pensent que ce serait bien de pouvoir les équiper par des outils, en fait, qui intègrent des accéléromètres et puis des gyroscopes intégrés qui vont, en fait, comme vous pouvez voir, comme l'outil là que vous voyez sur l'image, qui s'attache à la ceinture d'un travailleur, en fait, qui va faire partie, en gros, de son équipement de protection, qui va communiquer, par exemple, un positionnement inhabituel ou une accélération inhabituelle dans le sens vertical qui démontre une chute, surtout que, en fait, dans les chutes de hauteur, lorsque le travailleur reste suspendu, on a seulement quelques petites dizaines de secondes avant d'aller secourir, sinon il peut avoir des séquelles. Donc, ces outils-là peuvent vraiment être euh, très, très utiles. D'ailleurs, en fait, on les voit de plus en plus sur le marché, et, en fait, par des manufacturiers qui le proposent notamment pour le domaine de la construction. Euh, Autrement, en fait, dans l'espace de vie urbaine, on voit beaucoup de travailleurs du domaine de la construction, soit les travailleurs, en fait, des travaux urbains, en fait, qui sont obligés d'aller travailler dans des espaces clos d'une manière isolée, coupés du monde extérieur, et puis juste avec, dans le meilleur des cas, un moyen de communication pour communiquer avec le niveau du sol. Euh, Dans ce cas-là, en fait, les experts pensent qu'on peut équiper les travailleurs par des plateformes existantes comme par exemple les chandails équipés des capteurs de signes biométriques pour communiquer l'état de la santé de la personne, ou soit comme vous pouvez voir sur l'image, en fait, des ceintures pectorales, en fait, qui peuvent faire partie intégrante de l'équipement de protection de la veste de protection des travailleurs pour communiquer ces signes biométriques, donc l'état de la santé de la personne. Et puis, ces outils peuvent comprendre aussi des accéléromètres, des gyroscopes aussi, si jamais il y a une chute ou en fait une position inhabituelle pour communiquer en fait la situation aux personnes qui surveillent le travailleur qui travaille dans un espace clos. Autrement, en fait, on parle beaucoup des troubles musculo-squelettiques dans le domaine de la construction, malgré les pratiques et les réglementations mises en place. Les travailleurs de ce domaine-là, comme ils soulèvent beaucoup de charges, ils sont confrontés à ces troubles-là, en fait, ils le suivent dans toute leur vie, malheureusement, après. Donc, là, à l'heure actuelle, les experts sont en train de travailler, notamment nous, à l'Institut, en fait, pour la mise en place des, des plateformes qui se basent sur les outils qui existent à l'heure actuelle pour le domaine de sport ou de soit de bien-être. En fait, il y a des capteurs de pression qui sont intégrés dans les semelles des souliers ou soit des capteurs
électromyographiques, des gyroscopes, bref, en fait, qui vont nous procurer un ensemble de données multiparamétriques qui vont être analysées, qui vont donner des indications en temps réel aux travailleurs en fait, pour qu'ils puissent corriger sa posture ou soit éviter les mouvements brusques afin d'éviter sa blessure. Donc, les mêmes outils qui sont utilisés pour les athlètes de haut niveau et qui sont plutôt utilisés pendant les entraînements, là, en fait, le souhait des experts, c'est de les implémenter en temps réel pour les travailleurs, donc pouvoir les démocratiser euh, au fur et à mesure pour aider les travailleurs afin de minimiser les troubles musculo-squelettiques. Autrement, en fait, nous sommes confrontés à des risques de collision entre les travailleurs piétons et les engins mobiles, comme on peut voir sur l'image. Euh, En fait, dû aux espaces confinés, c'est-à-dire qu'en fait, les travailleurs piétons sont obligés à travailler très proche des machines avec des bras articulés euh, et puis des parties dynamiques. Malheureusement, en fait, il y a des cas d'accidents euh, qui mènent en fait à la percussion, l'écrasement des travailleurs piétons, et puis cela malgré toutes les précautions, les alarmes de recul. Donc, les experts du domaine proposent en fait l'intégration des marqueurs pardon, intégrés dans les équipements de protection afin de contribuer en fait, à offrir un meilleur positionnement des travailleurs et puis contribuer au système de détection de proximité. Qu'est-ce qu'on entend par ces systèmes de détection de proximité? En fait, il y a deux principes de base. Les systèmes centralisés où on va équiper sur un chantier, on va équiper toutes les personnes, tous les travailleurs piétons et puis les engins mobiles par un marqueur. Et puis, à l'aide des technologies de géolocalisation, on va faire un contrôle permanent de la localisation de tout objet qui circule. Et puis, en créant des zones de proximité virtuelle autour de chacun des objets, que ce soit des humains ou que ce soit des machines, dès que l'un ou l'autre, on va dire, zone de proximité entre en contact, il y a une alarme qui pourrait retentir pour le travailleur piéton ou soit l'opérateur de la machine. Il y a une quantité assez importante de données qui peut être analysée pour optimiser les pratiques de sécurité. Toutefois, ce qu'il faudrait que je précise, c'est que ces types de dispositifs sont plutôt destinés aux chantiers établis comme la construction des ponts, des ports ou soit des aéroports. Puis, il ne s'agit pas juste d'un concept, ce qui existe déjà dans le domaine du secteur des mines. Et puis là, les experts proposent de les implémenter petit à petit en fait, dans le secteur de la construction. Euh, Deuxième système embarqué qui est par ailleurs implémenté de plus en plus euh, dans les chantiers plus petits qu'on voit dans la vie de tous les jours dans notre espace de vie urbaine. Euh, donc, ils sont basés sur des technologies où on va avoir un capteur qui est installé sur la machine, un marqueur qui est en fait, intégré dans l'équipement de protection du travailleur. Donc, on va avoir à nouveau la création de deux zones de proximité qui vont être créées autour de la machine et puis autour du travailleur. Et dès que les zones de proximité se touchent, il y a une alarme qui peut être retentie au niveau du travailleur piéton ou soit au niveau de l'opérateur. On peut avoir un échange de données bilatéral aussi. Et donc, bref, c'est des outils là qui sont en train de se démocratiser de plus en plus. Et puis, les autorités, les entreprises sont de plus en plus ouvertes à en fait vouloir les implémenter dans les milieux de travail du secteur de la construction. Nous avons parlé de la détection des risques, mais permettez-moi de donner quelques exemples de la réaction face aux risques à l'aide des actuateurs en fait, qui déclenchent une action lorsque un risque est détecté, notamment avec ce que vous pouvez voir des LED intégrés dans les équipements de protection. C'est pas, on va dire, un objet qu'on mettait jusque-là, sauf que en fait, ils permettent d'avoir un certain degré de visibilité. Mais en fait, il y a des compagnies qui sont arrivées à connecter ces types de LED au système de détection de proximité. Donc, si un travailleur entre dans la zone de proximité d'une machine, leur LED va commencer à clignoter. Dans un environnement très bruyant, le travailleur piéton en soi, il va comprendre qu'il est entré dans une zone de danger
ça va lui offrir aussi une meilleure visibilité pour que l'opérateur puisse en fait l'apercevoir. Tout à l'heure, nous avons parlé au début de mes propos des risques musculo-squelettiques. On parle de plus en plus des exosquelettes qui sont implémentés petit à petit en fait, sur les sites manufacturiers ou soit sur certains en fait, chantiers de construction. Et puis, on parle déjà d'une nouvelle génération d'exosquelettes qui sont équipés des capteurs angulaires qui vont détecter les angles des articulations de la hanche, du genou et puis de la cheville pour ainsi en fait faire une analyse, une surveillance constante des données où on va avoir une analyse des performances, du comportement, de l'activité, de la démarche de l'individu pour ainsi faire une prise en charge de l'équilibre d'une manière dynamique. C'est-à-dire que la prise du contrôle, le filet mécanique qui va être donné pour soulever les charges aux travailleurs va être en fait corrélé et puis proportionnel au type de tâches réalisées et puis la durée de la réalisation de tâches. Et puis surtout là, il y a des travaux qui se font en fait en termes de l'apprentissage automatique pour en fait apprendre à cet outil-là en fait de s'adapter à différentes situations. En fait, on habite au Québec et puis on a des étés des fois avec des chaleurs intenses, des hivers rudes et puis nos travailleurs de construction sont menés à travailler dans ces environnements-là. Pour contrer, par exemple, les chaleurs intenses, on peut équiper les travailleurs par les vêtements en fait, qui intègrent des ventilateurs, des systèmes de circulation de liquide refroidissant ou soit du gaz, expansion de gaz refroidissant, ou soit, pardon, excusez, en fait, ou soit des vestes, ou soit même vraiment des équipements de protection, des vestes de protection qui intègrent des éléments chauffants qui sont alimentés par une batterie, une source d'énergie. Vous en avez certainement vu des articles en fait qui sont destinés au sport d'hiver. Sauf qu'en fait, il y a un petit, je dirais, manque là de ce côté-là, c'est que euh, aussi bien pour le côté de refroidissement et le côté du chauffage, on peut avoir par exemple un, un, un refroidissement excessif, un manque de contrôle de température, ou soit un surchauffe, surtout que quand le travailleur est en activité, et puis surtout sur les articles existants, on a juste quelques paliers pour, par exemple, 25 degrés, 35 degrés, à changer les températures, et puis avec des températures, on va dire, de contrôle assez limitées. Pour contrer cela, en fait, la communauté scientifique et les experts du domaine ont développé des systèmes d'autorégulation de la température, en fait, dans ces systèmes refroidissants ou chauffants, qui se basent sur la rétroaction qui est donnée par des capteurs de température qui sont placés soit sur la peau pour mesurer la température cutanée, ou soit la température microclimatique entre le vêtement et puis euh, la peau. Et puis pour ainsi, en se basant sur cette température-là, on va arrêter ou soit déclencher le fonctionnement du refroidissement du chauffage. Par ailleurs, en fait, au cours, au cours de l'année dernière, on a vu la mise en marché de quelques articles. Comme vous pouvez voir, en fait, c'était des vestes chauffantes euh, qui intégraient des capteurs pour mesurer la température microclimatique euh, et puis en fait, de contrôler, d'autoréguler la température d'une manière automatique. Toutefois, avec des applications connectées, ça offre la possibilité à la personne de réguler la température. Donc, c'est des outils là qu'on peut totalement transférer au domaine de la santé et la sécurité du travail, notamment pour les travailleurs en construction. Et cela se base, juste pour vous illustrer, avec des capteurs qui sont soit intégrés dans le textile, ou soit qui ont vraiment qu'ils ont une forme textile, excusez, avec des capteurs intégrés dans le fil, soit la fibre de textile. Euh, je vais terminer les exemples avec un cas d'utilisation particulier. Donc, on a parlé euh, du fait que les travailleurs qui mènent la construction sont menés à travailler en fait, dans sous la chaleur intense de l'été, et puis surtout que là, ils doivent porter des équipements de protection et puis ils sont en cours d'activité. Cela peut mener à une situation de stress thermique qui cause une malaise et puis ça peut aller malheureusement jusqu'à même un arrêt cardiaque.
pour cela, il y a des réglementations qui sont mises en place pour en fait inciter les travailleurs de prendre des pauses et autres. Sauf qu'ils sont pas des fois, ils sont pas quelquefois peu adaptés à la situation personnelle des travailleurs, c'est-à-dire leur âge, leur forme physique, leur état en fait, de la journée, ou soit la charge du travail, l'environnement de travail, c'est-à-dire qu'il y a du vent, la circulation de l'air ou pas. Donc, pour cela, les experts du domaine de la santé et sécurité ont mis au point ce qu'on appelle des indices de contraintes physiologiques qui se basent en gros sur en fait des seuils de la fréquence cardiaque et puis la température interne du corps à ne pas dépasser. Au-delà d'un certain seuil, la personne en fait peut en fait courir un stress thermique, donc il doit arrêter de travailler. En fait, pour mesurer la fréquence cardiaque, il y a des outils qui peuvent être portés en combinaison avec l'équipement de protection comme les patchs connectés ou soit les sangles pectorales. Toutefois, en fait, on a des travaux qui ont développé des équipements de protection avec des capteurs intégrés qui peuvent être utilisés aussi. Pour ce qui est en fait de la mesure de la température interne du corps, en fait, le meilleur moyen c'est euh, prendre la température rectale, sauf que cela est vraiment peu pratique et puis loin d'être implémentable dans les exercices quotidiens. Donc, il y a tout de même la technologie connectée qui récemment nous propose des pilules à avaler qui vont aller dans le système digestif et puis communiquer la température de l'appareil digestif. Certes, c'est très intéressant, mais ils sont plutôt destinés, on va dire, au secteur de la lutte contre l'incendie, l'exercice des militaires ou soit des pompiers, mais c'est pas vraiment quelque chose qui est adapté en fait à un travailleur de la construction avec des activités quotidiennes. Toutefois, comme on sait que la variation de la température corporelle interne du corps impacte la fréquence cardiaque, bah, en fait, les experts ont euh, voulu corréler et puis mettre en place des algorithmes comme le filtre Kalman, pardon, qui en fait sont arrivés à faire une estimation de la température centrale du corps à base de la variation de la fréquence cardiaque. Donc, à partir de là, on peut mettre en place des systèmes de surveillance, donc un réseau de capteurs qui vont mesurer les différents paramètres. Et puis, dans une deuxième couche, on va avoir l'analyse de ces données, leur interprétation. Et puis, comme on l'a dit, s'il y a un certain seuil qui est dépassé, il y a une alerte qui peut être lancée, soit par exemple par en fait un appareil lecteur, ou soit vraiment, comme on l'a vu dans certains travaux de recherche, en fait, des alarmes sonores. Sinon, en fait, il y a des articles, on va dire, disponibles dans le commerce là, qui proposent ces types de technologies-là aussi pour les athlètes. Donc, tout cela peut être totalement adapté aussi, on va dire, au domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, pour conclure mes propos, on va dire que, en fait, il faut avouer qu'à l'heure actuelle, le coût des équipements de protection euh, intelligents qui sont mis sur le marché sont pas mal plus élevés que les équipements de protection conventionnels. Donc, je pense qu'avec leur démocratisation, on va avoir euh, en fait une baisse des coûts. Euh, les experts doivent tout de même encore travailler sur en fait une alimentation appropriée, surtout quand on veut intégrer des actuateurs qui déclenchent une action face au risque. Il y a pas mal de technologies qui ont été initialement développées pour d'autres domaines comme le domaine médical ou le sport, qui restent à adapter à une application en santé et sécurité du travail. Et puis, on en a beaucoup parlé au cours de la conférence, la protection et la confidentialité des données personnelles, notamment les signes vitaux, les données biométriques si elles sont collectées. Euh, Tout de même, il faut dire que c'est un domaine en plein essor. On est en plein dedans de l'industrie 4.0, ça en fait partie. Les experts souhaitent de mettre en place de plus en plus des plateformes multifonctionnelles avec plusieurs capteurs, plusieurs actuateurs. Et puis, les experts souhaitent aller, en fait, s'éloigner des solutions hybrides, c'est-à-dire l'électronique intégrée dans le textile,
et puis de mettre en place des systèmes qui sont basés sur des textiles conducteurs intelligents et puis des électroniques flexibles. Et puis, au final, comme chaque en fait, secteur a ses besoins spécifiques, donc cela met une vaste perspective de développement et puis de beaucoup de travaux, soit de recherche industrielle ou soit plus académique à faire devant nous. Merci beaucoup. Donc, je suis à votre disposition pour s'il y a des questions. Merci beaucoup, Monsieur Saidi. C'était absolument passionnant et c'est impressionnant de voir à quel point les innovations, la technologie est là au service des travailleurs et surtout de ceux de la construction. On s'entend, la santé et sécurité au travail, c'est un point qui est crucial, bien sûr, le nombre de travailleurs qui ne sont pas protégés. Moi, j'ai une question assez pratico-pratique. N'hésitez pas à nous écrire, là, il nous reste quelques minutes. Je vous lis sur le chat. Donc, combien est-ce que ça coûte un habit de protection, par exemple? Parce que, bien sûr, vous aviez parlé des coûts, puis ça faisait partie d'un des obstacles. Alors, combien coûte un habit pour se protéger, comme vous l'avez mentionné durant cette En fait, présentation? pour vous dire, là, ça va totalement dépendre, je dirais, du type de l'équipement. Mhm. Surtout, en fait, l'infrastructure qu'on a voulu mettre autour, le nombre de capteurs, en fait, qui sont intégrés, bref. Mais en fait, comme je l'avais mis sur le slide, là, si on compare avec, par exemple, le même type, la même catégorie d'équipement, on parle de 30 à 300% de coût, je dirais, supérieur. Euh, Comme d'ailleurs, je l'ai mentionné au début de mes propos, ça va faire partie du concept de travailleur connecté. Quoi qu'il arrive, en fait, on va avoir l'implémentation des capteurs dans le milieu de travail apportés par des travailleurs. Donc, autant les utiliser pour aussi offrir une meilleure sécurité aux travailleurs. Absolument. Puis lorsqu'on parle de ces capteurs aussi, ils réagissent selon la température. Est-ce que ils s'adaptent aussi? On parle de l'environnement avec les changements climatiques. Est-ce qu'il y a une certaine adaptation qui se fait à ce niveau-là? Euh, pour vous dire, comme si je prends l'exemple justement des systèmes d'autorégulation, si Mhm. en fait, il y a eu des travaux notamment avec des capteurs en fait qui sont implémentés sur l'extérieur de l'équipement, l'intérieur de l'équipement. Ils vont faire en fait on va dire une moyenne de la température mesurée et puis à partir de là, ils vont réguler la température en fait pour s'ajuster à ce qui nous entoure comme conditions climatiques. Et c'est vrai que en fait c'est une problématique qui va nous toucher en plein fouet au cours des prochaines années. D'ailleurs, Absolument. les experts en parlent beaucoup. On a Que, déjà la COVID, alors ouais, imaginez. ouais, On n'est effectivement. pas sorti du bois. On a Ouais. une question ici de David Bérubé. Est-ce que les habits sont reliés seulement au smartphone ou à une centrale? Par exemple, dans le cas d'un arrêt cardiaque, est-ce que d'autres personnes sont responsables ou on reçoit une alerte? Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, ça va dépendre comment vous allez implémenter le dispositif. Comme j'ai donné l'exemple, par exemple, sur les systèmes de détection de proximité. On peut imaginer un système centralisé, donc toutes les données vont aller en fait à un central, puis c'est le central qui contrôle le tout et puis Mhm. qui déclenche je dirais les alertes et autres. OK. Sinon, bah, en fait, je dirais dans un appareil un peu plus, je dirais en fait une forme un peu plus simple. C'est vrai qu'on peut imaginer juste une alerte sur un smartphone, mais aussi il faudrait savoir que c'est en fait un travailleur qui est actif et puis qui est en train d'exécuter les tâches. C'est difficile des fois, bah, sortir son smartphone, des fois, bah, il le porte même pas. Donc c'est pour ça que je parlais des alertes sonores ou soit visuelles. Donc en fait, par exemple, un LED qui va clignoter sur la hanche, sur la Oh. manche, pardon. Puis est-ce qu'il va y avoir un positionnement GPS, David demande? En fait, on peut, oui. En fait, d'ailleurs, en fait, dans les systèmes je dirais là, on parlait, par exemple, des travailleurs en espace clos ou soit, par exemple, la détection des chutes. Oui, totalement. En fait, on peut imaginer l'intégration des GPS. D'ailleurs, sur ça, un certain nombre de systèmes, on a l'intégration des systèmes de géolocalisation. Eh bien. Alors, c'est ce qui conclut cette présentation. Merci beaucoup, Merci à vous. Monsieur Saidi. Donc, Ali Reza Saidi, professeur-chercheur de l'Institut Robert Sauvé en santé et sécurité au travail. Si les gens ont d'autres questions veulent poursuivre la conversation avec vous, ils peuvent vous contacter
par courriel? Oui, certainement, avec plaisir. En fait, d'ailleurs, on a notre site internet www.irssst.qc.fr. Super. Ben, merci beaucoup. Merci Et à vous. puis, bon événement à vous aussi. Merci. Bonne Au continuation. revoir. Merci bien. Au revoir.